J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La corruption, la lutte contre la corruption ou les corrompus, c'est le sujet numéro un de l'actualité algérienne depuis 2019. Depuis la chute du régime de Bouteflika et l'arrestation de plusieurs, presque 18, presque 20 ministres, d'une centaine de généraux et de colonels, de plusieurs dizaines d'hommes d'affaires. C'est devenu la purge anticorruption est devenu un sport national en Algérie. Sauf que malheureusement, ce sport national est hypocrite. Pourquoi? Parce qu'on se focalise toujours sur les civils, notamment les oligarques, les hommes d'affaires, les Tahkout, les Ali Haddad, les Kouninef, les Benamor, les Ulmi, qui étaient à la tête de plusieurs grands groupes privés en Algérie durant les 20 temps de règne de Bouteflika. Mais on ne parle jamais des fortunes cachées, dissimulées ou des affaires de corruption des militaires. C'est un tabou. En Algérie, le traitement, le discours médiatique, même le discours politique, même le discours populaire, on s'attaque qu'aux hommes d'affaires. Pourtant, les hommes d'affaires, ce sont les enfants du peuple. Takout, Ulmi, Benamor, il a hérité un petit peu. Kouninef, ils ont hérité de leur père. Mais sinon, la majorité des hommes d'affaires qui ont été emprisonnés en Algérie, qu'on appelait les oligarques de l'époque de Bouteflika, y compris Ali Haddad, qui est leur symbole ou leur emblème, ce sont des gens qui ont commencé à partir de zéro. Ils avaient des affaires familiales petites où ils ont créé leurs propres affaires, ils se sont développés, ils ont créé des emplois, ils ont créé des entreprises, ils ont bénéficié du système de Bouteflika. Certes, ils se sont acoquinés avec Saïd Bouteflika, ils se sont acoquinés avec des ministres ou des hauts responsables du pays qui m'a Sellal ou Yahya ou comme d'autres poids lourds du régime de Bouteflika. Ils ont profité de leur amitié, de leur connexion, ils ont financé les campagnes de Bouteflika et en échange ils ont obtenu des crédits bancaires extrêmes, des lignes de crédit très généreuses, un appui politique, des concessions foncières, des privilèges financiers, des avantages fiscaux et parafiscaux qui leur ont permis de s'enrichir de façon spectaculaire. Mais ce sont des enfants du peuple. C'est des gens qui ont travaillé. Tahkout, il a créé une entreprise. Il a créé des emplois. Il a commencé à partir de rien. Mohamed Mazouz, il a commencé à partir de rien. Ali Haddad, qu'on le veuille ou non, il a commencé par une petite entreprise de travaux publics en Kabylie, ou là un géant. Ils ont profité du système, ils ont partisé avec le système, ils ont corrompu des gens du système. Oui, mais derrière, il y a eu des activités économiques sincères, il y a eu des groupes sincères, et c'était des personnes qui étaient identifiables, parce que c'était des civils. Mais on ne parle jamais des fortunes illicites, totalement illicites, des fils des généraux et des fils des généraux. Les généraux qui sont emprisonnés dans les prisons militaires, on ne connaît pas leur dossier, on les accuse d'enregistrement illicite et de corruption, on n'a que quelques bribes sur leur dossier, mais personne n'en parle, n'a même pas le droit de les médiatiser, parce que c'est des généraux, parce que l'institution militaire est sacrée, même la corruption au sein de l'armée doit être traitée et uniquement par la justice militaire et dans le silence absolu. Quant aux généraux ou aux enfants des généraux qui sont en fuite à l'étranger, personne n'en parle. La preuve, Monsieur Mohamed Lamine Boustela, le fils du général-major Ahmed Boustela, on ne peut pas accabler les morts en octobre 2018, qui a commandé la gendarmerie algérienne, l'un des corps de sécurité les plus stratégiques du pays de 2000 à 2015. Personne ne parle de lui, il n'y a que Algérie Pat qui lui consacre des émissions. Pourtant, ce monsieur est en fuite à l'étranger, il a une fortune considérable. Mais c'est une fortune considérable, une immense fortune. Alors que c'est un fils d'un général. C'est quoi sa profession? Fils de général. Voilà. Sa profession, enfin, son métier, son seul métier, son seul mérite, c'est qu'il était fils de général. Tahkout, Ulmi, encore une fois, Ahmed Mazouz, Abdelmalek Sahraoui, tous les oligarques qui ont été emprisonnés, Ali Haddad surtout, ils ont bossé ces gens-là. Ils ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Qu'on le veuille ou non, ils sont devenus corrompus plus tard, mais ils ont bossé. Hada Mohamed Lamine Boustela. C'est quoi son mérite? C'est qu'il est fils du général Ahmed Boustela. Et pourtant, il a une fortune. Mais moi, je vais vous raconter ce que nous avons découvert au cours de notre enquête. Il est à la tête d'un empire, au bas mot, d'après les estimations que nous avons pu faire sur les actifs que nous avons identifiés qui lui appartenaient par le passé indirectement ou qui lui appartiennent encore aujourd'hui indirectement, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot-là.
Leur valeur dépasse les 500 millions d'euros. C'est une fortune de plus de 500 millions d'euros. Le monsieur est toujours à l'étranger, et en fuite. Alors, on le dit qu'il est en France. On a raconté à Algérie comment il fait l'objet d'une procédure d'expulsion de la part des autorités françaises. On en a parlé en novembre dernier, c'est comme la date précise. Voilà, c'était il y a de cela 4 semaines exactement, le 4 novembre dernier, voilà. Ça vous dit, voilà, un mois plus tard, nous avons approfondi notre enquête. Le 4 novembre dernier, on vous a expliqué comment Paris veut expulser le fils du général Ahmed Boustela, Mohamed Lamine Boustela, dans des conditions assez troublantes, et qu'il est lié à des affaires financières et politiques extrêmement troublantes et sensibles, et personne ne parle de lui en Algérie. Les autorités algériennes ne semblent pas du tout s'intéresser à ce dossier. Par contre, les Haddad, Tahkout, les Ulmi, on en parle tout le temps. Mais quand il s'agit de militaires comme Mohamed Lamine Boustela, fils du général Ahmed Boustela, ou du général Ghalib Belqser, personne n'en parle. Ghalib Belqser, c'est encore pire. Ghalib Belqser, c'est un tabou. Tu peux même pas évoquer son nom. Tu évoques son nom en Algérie, il y a des problèmes. Non, c'est un corrompu. Ça a été prouvé. C'est un salopard. C'est un véreux. C'est un mafieux. Mais normal, il coûte Ghalib Belqser, au Luxembourg, la Suisse. Des fois, il est en France. Des fois, il est en Espagne. Une vie de prince. C'est la même vie de prince dont profite monsieur, comment il s'appelle, monsieur Mohamed Lamine Boustela, dont nous avons déjà parlé. Donc, il n'a pas de diplôme particulier, il n'a pas de savoir particulier, de savoir-faire, ni de savoir-vivre particulier. C'est pas un génie, c'est pas un diplômé des grandes universités américaines, ce n'est pas un diplômé des grandes universités britanniques ou françaises. Il n'a rien de particulier, pourtant, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'Algérie de 2000 à 2018. En 2018, il a quitté le pays, Kibeb Ahmed en octobre 2018, il a compris qu'il n'avait plus aucun protecteur parce que son seul métier c'était fils de général. Qu'est-ce que nous avons identifié comme élément de sa fortune? Alors, rien qu'en France, il avait un compte bancaire actif à la Barclays Paris. Barclays Paris, c'est une grande banque britannique anglo-saxonne, très connue. Barclays, elle est trop connue pour les amoureux du football parce que c'est la Barclays qui généralement sponsorise la première ligue européenne, la première ligue anglaise, une banque britannique qui date, on dit que ses origines remontent en 1690. C'est l'une des plus vieilles banques au monde et l'une des banques les plus prestigieuses du monde. Franchement, pour avoir un compte à la Barclays, c'est vraiment, elle fait partie des 5 plus grandes banques britanniques au monde. Voilà. Elle a dit, première chose. Le problème, c'est que ce que nous avons, on va être très, très professionnels dans nos investigations. La majorité de ces biens en France ne sont pas au nom de Mohamed Lamine Boustela. Mohamed Lamine Boustela, intelligent, rusé qu'il est, il n'est pas, apparemment, il a bien appris de son père, le général Ahmed Boustela, qui était aussi très rusé. Il utilise toujours des prête-noms, des porteurs de noms. Des prête-noms, c'est quoi la différence? Un prête-nom, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Tu utilises juste son nom et tu mets à son nom, là tu inscris à son nom des propriétés immobilières ou là des actifs financiers ou là tu ouvres à son nom des comptes bancaires. C'est un prête-nom. Ou là, il y a des porteurs, les porteurs de noms, les porteurs d'actifs, les porteurs de noms, entre guillemets. C'est quelqu'un à qui tu vas lui confier ton argent, ta fortune, et où il va utiliser pour la faire travailler cet argent et pour te faire gagner de l'argent en plus, pour rentabiliser cet argent. Et il prend sa part. On appelle ça un porteur. Je schématise, ça c'est plus complexe que ça, mais moi je schématise pour que tout le monde puisse comprendre. Donc un premier compte bancaire à Barclays, qui n'était pas à son nom, il était au nom d'un prête-nom qui est son épouse. Voilà. Son épouse, Nesma B. Voilà, je vais pas donner son nom parce que j'ai pas envie d'accabler cette bonne épouse. Meskina Malabé, si elle est impliquée ou elle a été impliquée de force par son mari. Non, on va essayer de contacter, on essaie même de contacter M. Lamine Boustela qui nous explique. Mohamed Lamine Boustela. Et Mohamed Hadr Ma'annas, les journalistes. Comment tu as pu faire une fortune considérable? Si tu nous prouves que tu es un génie, que tu es quelqu'un de grand travailleur, que tu as apporté de la valeur ajoutée à l'Algérie, et que tu es victime d'une cabale ou moi je vais te défendre. Il ne répond pas, on n'arrive pas à le joindre. Donc son épouse, il a mis de l'argent au nom de son épouse à la Barclays de Paris. Je ne vais pas citer son épouse parce que tant que nous n'avons pas pu lui parler, dont nous n'avons pas pu situer son niveau de responsabilité dans ces transactions financières illicites et douteuses et suspectes qui sont dignes d'un crime financier de blanchiment d'argent et des crimes financiers de transfert illicite de devises depuis l'étranger et depuis l'Algérie vers l'étranger d'enrichissement illicite. On en parlera après. Je n'ai pas envie d'accabler de citer les noms des personnes donc nous n'avons pas la possibilité de les interroger et de les questionner. C'est la tradition d'usage fait dans les enquêtes que nous menons via Algérie.
Il avait un autre compte bancaire auprès de Orange Bank, cette fois-ci c'était à son nom, et les fonds ont été saisis par la justice française, parce qu'il y a une commission rogatoire envoyée par l'Algérie, on en a parlé dans l'émission du 4 novembre dernier, en 2021 et 2022, il y avait plusieurs commissions rogatoires et des demandes envoyées par la justice algérienne à la justice française pour que M. Lamine Bostela soit soumis à des enquêtes et que ses biens soient confisqués parce qu'il a été condamné, il fait l'objet de condamnation et il fait l'objet des mandats d'arrêt internationaux lancés à son encontre par la justice algérienne. Ça, on en a parlé, on en a déjà parlé dans notre précédente émission. Le 4 novembre, il a un mandat d'arrêt contre lui depuis le mois d'août 2019. Il a été placé sous contrôle judiciaire par la justice française depuis octobre 2020, alors qu'il avait une carte de séjour visiteur renouvelable d'une année renouvelable en France et il était résident français. La justice française l'a convoqué et l'a placé sous contrôle judiciaire, mais n'a pas été encore jugé. Et sans que la procédure judiciaire française n'ait abouti à quoi que ce soit, bizarrement, il fait l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, dont nous avons déjà parlé dans l'émission précédente, alors qu'il n'a pas été encore jugé. Donc les autorités administratives françaises veulent l'expulser du territoire français, alors que les autorités judiciaires françaises ne l'ont pas encore jugé. Ça a été une énigme sur laquelle nous travaillons. C'est rare, oui, les autorités françaises veulent expulser un VIP, parce que c'est pas n'importe qui, une personne très fortunée, vous allez voir pourquoi, il a beaucoup d'argent en France et ailleurs, mais elle veut l'expulser alors qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Normalement, on attend son jugement, et après, c'est à la justice française de décider si elle l'expulse, si elle va l'extrader vers l'Algérie, si elle ne va pas l'extrader. Pour le moment, il y a énormément de zones d'ombre dans cette procédure menée en France que nous essayons de comprendre. Bon, on n'en est pas encore là. Alors, avant de parler de ses biens et de sa fortune en Espagne, parce que c'est en Espagne où nous avons trouvé, en Espagne et en Suisse où nous avons trouvé énormément de biens très luxueux. En France, il habitait dans le 16e arrondissement, je rappelle quand même, M. Lamine Bostela, il a une adresse dans un quartier très très chic. Bien sûr, les biens immobiliers qu'il possède en France ne sont toujours pas à son nom, ils ont été placés ou là, ils ont été, ils ont été mis au nom, ils ont été reliés à des prête-noms, voilà. Mais en Espagne, par contre, avec son propre nom, voilà ce qu'il a comme propriété. Alors, il a un magnifique appartement de 500 mètres carrés à Barcelone. 500 mètres carrés, vous imaginez, sa valeur estimée, elle est à 5 millions d'euros. 500 mètres carrés à Barcelone. Même les milliardaires espagnols n'arrivent pas ou ne peuvent pas souffrir un tel luxe. Dans une adresse qui est dans un... Bon, je ne vais pas tourner l'adresse parce que voilà, je n'ai pas envie d'attenter à la vie privée de M. Mohamed Lamine Bostela. Donc, un premier appartement de 500 mètres carrés, valeur 5 millions d'euros. Une autre maison située en Espagne, du côté de Barcelone. Je vérifie la ville exacte, si elle est en Catalogne ou le nom. On a été comme la valeur aussi, tout ce que nous avons trouvé. Ça s'appelle Stiges, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle est en Catalogne. C'est une ville balnéaire qui est située dans la province de Barcelone, en Catalogne. C'est Stiges. Voilà, Stiges. Sitges. Moi, je la connais pas particulièrement. Vous savez, autour de Barcelone, il y a pas mal de villes balnéaires, de stations balnéaires connues, etc. pour leurs fêtes, etc. Parce que Barcelone, c'est une grande ville. La Catalogne, c'est une région c'est une petite ville. La Catalogne, c'est une région très dynamique qui attire beaucoup les personnes riches parce qu'il y a une qualité de vie, il y a un rythme de vie, il y a la fête, il y a la jet set, etc. Ça s'appelle Sitges. Sitges, c'est une petite ville située pas loin de Barcelone, dans la province de la Catalogne. Il a là-bas une maison sans voisinage immédiat, une belle demeure, accessible par un chemin de terre, il faut à 500 mètres. Le terrain qu'il possède, rien que le terrain qu'il possède, M. Mohamed Lamine Bostela, dans cette ville en Espagne, nous avons identifié au cours de nos investigations un terrain de 33 160 mètres carrés. 33 165 mètres carrés. Il y a des parcelles agricoles et urbaines, c'est-à-dire il a un ranch
Un ranch, c'est-à-dire plus qu'un ranch, 33 000 mètres carrés de terrain en Espagne, en Catalogne. C'est énorme, ça vaut des millions d'euros, ce genre de... Ça vaut rien que la maison qu'il a construite là-bas, qui est en cours de rénovation, complètement d'après les observations que nous avons pu obtenir. Rien que la maison elle-même, elle vaut 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Je compte pas le terrain, 33 000 mètres carrés, les parcelles agricoles, le chemin, باش تخليها يعني الدار هذه la propriété باش تدخل للدار باش تشوف الفيلا هذيك, c'est un chemin de 500 mètres, 500 mètres. يعني قريب 1 كيلومتر. قريب 1 كيلومتر باش تحق للدار. C'est une immense propriété. انا مانيش فاهم انا fils de général algérien comment il peut s'offrir autant d'argent. وتبود ما هضرش عليه. Personne ne parle de lui, ni les autorités algériennes, ni les autorités judiciaires, ni les médias algériens. Pourtant, je vous ai dit au départ, notre estimation d'une fortune de plus de 500 millions d'euros, elle est vraiment minimaliste. Il a des sociétés qui ont été enregistrées au nom toujours de son épouse, du coup, en Catalogne. Et le plus grave, quand on va aller en Algérie, Monsieur Mohamed Lamine Boustaila, il détient des actions, il détenait, parce que la situation de ses biens en Algérie, elle est extrêmement compliquée. Alors, en fuyant l'Algérie en 2018, il a utilisé un porteur de nom, un porteur d'actifs, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une technique de management, ou là, une technique d'évasion, ou là, une technique, elle n'est pas mafieuse, elle est légale, elle est ni légale ni mafieuse, elle est machiavélique, on va dire. Ce n'est pas vraiment interdit, ce n'est pas vraiment permis. C'est-à-dire qu'il a des sociétés, tu prends quelqu'un, un ami à toi, ou etc., et tu lui dis, voilà, moi j'ai de l'argent, j'ai de la fortune, j'ai beaucoup d'argent, etc., et je te confie la gestion de mes biens et de mes participations, ou là de mes actions. C'est-à-dire que je mets une partie de mon patrimoine, ou une partie de mon patrimoine à ta disposition. C'est-à-dire que je lui cède mon argent. Je lui cède mon argent. Il devient donc porteur. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre mes parts, c'est lui qui va prendre mon argent, il s'engage à ce qu'il puisse développer qu'il puisse investir mon argent, qu'il puisse le protéger mes actifs, et qu'il va donc protéger ma fortune, la développer, la fructifier. Voilà, on appelle ça un porteur d'actifs. Je sais pas comment est-ce que le mot est correct. C'est des montages fiscaux très rares en Algérie à la kulli hal. C'est utilisé beaucoup dans les paradis fiscaux, dans les pays, surtout dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire pour garder les noms, pour garder secret, pour passer sous silence, ou là pour préserver l'anonymat des véritables propriétaires des fortunes et des actifs et des comptes en devises et des villas et des châteaux, etc., qui sont répartis à travers le monde. On nomme, on crée on utilise des porteurs, c'est-à-dire des identités secondaires pour cacher les véritables identités principales, et ce porteur permet donc de gérer, c'est un gestionnaire de fortune, et tout, c'est lui qui gère, c'est lui la face visible, mais derrière lui, ce porteur n'est pas vraiment le propriétaire de toute cette fortune, n'est pas vraiment le propriétaire de tous ses actifs immobiliers ou financiers, parce que le véritable propriétaire, alors voilà, c'est derrière le rideau, c'est lui qui manipule, c'est lui qui fait travailler le porteur. Voilà, un porteur d'actifs, on essaye d'être le plus pédagogue possible, mais معنيناش. Alors en Algérie, Monsieur Mohamed Lamine Boustaila, il est impliqué dans 4 business, non plus, 1, 2, 3, 5 business importants. D'abord la société Ipsen Pharma, Algérie, qui est active dans l'industrie pharmaceutique. Il détenait 25% de cette société. Ça lui a rapporté, selon nos investigations en Algérie, au bas mot minimum 10 millions de dinars par an. Il avait le groupe PJ Algérie, qui est spécialisé dans la formation. Il détenait 70% des actions de cette société, qui lui ramenait plus de 24 millions de dinars par an. Il avait aussi 21% des actions d'une autre entreprise appelée Laboratoire Servier d'Algérie SPA, spécialisée dans l'industrie pharmaceutique.
Et il détenait surtout 51% d'une entreprise pharmaceutique extrêmement connue en Algérie qui s'appelle El Kindi Corporation SPA. El Kindi Corporation SPA, très connue en Algérie, c'est l'une des entreprises pharmaceutiques les plus prospères dans le pays, on va dire. Voilà, les plus prospères. Elle a été d'ailleurs créée en partenariat avec des étrangers. Et si je ne m'abuse pas, c'était des Jordaniens. Mais on reviendra sur toutes ces actifs, sur toutes ces propriétés, etc. dans le détail pour avoir des informations extrêmement précises. Ça s'appelle El Kindi. El Kindi. Donc, trois sociétés dans l'industrie pharmaceutique et à la fin, et la dernière, c'est une entreprise dans l'agroalimentaire qui détenait à 100% Lactis Earl dans l'agroalimentaire qui lui rapportait au bas mot 24 millions de dinars par an. Hadou, c'est des sociétés qui étaient la propriété de M. Lamine Bostela. Quand il a fui le pays, il a utilisé un porteur. C'est-à-dire, il a pris un ami à lui dont nous connaissons le nom. Nous ne voulons pas pour le moment le révéler parce que on cherche à le contacter et à lui poser des questions extrêmement précises. C'est quelqu'un qui a la double nationalité, française et algérienne, et qui était plus ou moins connu sur la scène économique en ce moment, ces dernières années en Algérie. Il lui a confié tous ses biens. Et ces 5 sociétés, aujourd'hui, quand vous allez les vérifier en Algérie, n'appartiennent pas à Mohamed Lamine Bostela. Mohamed Lamine Bostela, rusé, machiavélique, il avait anticipé les événements, il savait qu'il allait faire l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'un mandat d'arrêt par l'Algérie, il savait qu'il risquait une procédure de saisie de ses biens, donc il a mis ses actifs et l'ensemble de sa fortune en Algérie au nom de quelqu'un, un porteur qui avait pour mission de gérer cette fortune, de la développer, de la fructifier et de la protéger. Oui, général, il y a un fils de général, 3 groupes actionnaires pratiquement majoritaires et minoritaires dans 3 importantes sociétés pharmaceutiques. Et Maloufin, Epson Pharma c'est connu, Laboratoire Servier c'est connu, El Kindi Corporation c'est connu. C'est pas n'importe quoi, encore une fois, c'est des sociétés assez importantes. Bon, en Suisse, ça s'arrête pas là. Même Lactis, elle est connue dans le domaine agroalimentaire. Ça ne s'arrête pas là. En Suisse, M. Mohamed Lamine Bostela détient une société. Elle s'appelle Eat and Partner. Elle a un capital de plus de 1 700 000 euros. 1 700 000 euros. En France, il détient une autre société qui s'appelle Ascara, qui lui génère par an un revenu de plus de 120 000 euros. Et qui est spécialisé dans les contrats de formation et les diplômes, dans les contrats de formation et les tests et dans certaines spécialités, dans certaines formations, qui détient la société France Ascara, elle détient certaines exclusivités pour dispenser des cours de formation dans certaines spécialités importantes. Et je m'arrête là, Yanni. Je pense que ces informations, j'ai pas la peine de rajouter du commentaire. La question qui se pose, comment un fils d'un général algérien peut constituer une fortune aussi considérable? Et pourquoi personne n'en parle? Pourquoi la justice algérienne, pourquoi les médias algériens, pourquoi les dirigeants algériens ne font pas de M. Mohamed Lamine Bostela une cible ou une priorité privilégiée ou une priorité ou une de leurs priorités dans cette lutte ou dans cette guerre acharnée contre la corruption? Moi, tout ce que je sais, c'est que s'il n'y avait pas son père qui était commandant de la gendarmerie algérienne de 2000 à 2015, M. Mohamed Lamine Bostela n'a pas le génie, n'a pas les compétences nécessaires pour se forger ou pour s'offrir une telle fortune. Il y a de l'argent illicite, il y a de l'enrichissement illicite, il y a de la corruption, et il y a des privilèges illicites, c'est clairement établi. Ce n'est pas possible quand tu es en 15 ans d'avoir une telle fortune en Suisse, en France, en Espagne. Eh bien, dans 3000 mètres carrés de terrain, c'est énorme. Il faut travailler, il faut avoir 2 ou 3 vies en Algérie pour pouvoir s'offrir autant d'argent. Surtout quand on n'a pas, voilà, encore une fois, les Haddad, il a créé un groupe, Tahkoud, ils ont eu des actifs importants en Algérie, ils ont créé des emplois. Hada ya Bibi, anonymement, dans l'anonymat total, pouf, il a bâti un empire parce que son père était général-major. Parce que son père était l'un des emblèmes, l'un des piliers de l'institution militaire de 2000 à 2015.
Ils ont pris des risques, ils ont pris des crédits, ils ont été remboursés, ils ont eu des ennuis, ils ont été médiatisés, ils ont été attaqués, ils se sont expliqués. Ils apparaissaient dans des reportages, ils s'expliquaient, ils nous montraient ce qu'ils faisaient. Dans la description totale. C'est l'un des personnages les plus méconnus de l'Algérie. Et je suis sûr que les Algériens et les Algériens ne le connaissent, la majorité d'entre eux ne le connaissent pas ou ne l'ont jamais entendu parler de lui. Et malgré cela, regardez, il s'avère qu'il est beaucoup plus important, ou là qu'il est beaucoup plus redoutable, et beaucoup plus machiavélique que l'ensemble des oligarques déchus de l'époque de Bouteflika. L'enquête d'Algérie se poursuit. Il reviendra sur ce sujet dans nos prochaines vidéos, publications et émissions et éditions avec de nouvelles révélations détaillées, Inch'Allah.